Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous faire un podcast de nouveau sur une partie personnelle de ma vie. Donc c'est un podcast où je vais suivre un fil conducteur pour ne pas trop m'éparpiller dans les explications, mais où très honnêtement, je vais parler avec le plus de naturel possible. Donc excusez-moi d'avance s'il y a des hésitations à certains moments, s'il y a des mots, des expressions qui se répètent. J'essaye d'être le plus authentique possible. Je sais que ce thème concernant les fausses couches et la grossesse ne va pas parler à tout le monde, mais comme je me dis toujours, si ce podcast peut au moins aider l'un d'entre vous, que vous soyez maman, papa, ou que vous connaissiez quelqu'un justement qui est passé ou qui passe par cette étape de vie, j'espère pouvoir aider au moins l'un d'entre vous. Je tiens aussi à souligner le fait que c'est mon expérience, mon vécu, ma vision des choses, donc tout le monde ne va pas considérer les choses sous le même point de vue que le mien, et c'est tout à fait normal. Il faut vraiment savoir qu'une grossesse est différente d'une femme à une autre, d'un papa à l'autre, et que pour les mêmes parents, vivre plusieurs grossesses va être aussi également différent à chaque fois. Donc sur ce, commençons étape par étape. Alors il faut savoir que nous sommes actuellement donc en 2026 et que ça va faire donc 4 ans que je suis avec mon mari. Et quand nous nous sommes mis ensemble, au bout de quelques mois, j'ai décidé d'arrêter la pilule. Alors bien évidemment, c'est mon corps, mais j'en ai parlé à mon conjoint parce que voilà, c'était pour moi une décision qui ne se prenait pas à la légère et qui se prenait à deux et non pas seule. Parce que, il faut savoir que très honnêtement, je suis ce genre de personne donc qui prenait la pilule, mais qui l'oubliait très régulièrement et donc concrètement, comme on pourrait dire, j'aurais pris des Smarties que ça aurait eu le même effet sur mon corps. Donc j'ai pris de mon côté cette décision, mais forcément j'en ai parlé à mon conjoint parce que voilà, on venait de se mettre ensemble depuis peu de temps et entre nous, il y avait dès le départ un instinct de confiance. Donc il faut savoir aussi que même si ça fait 4 ans qu'on est ensemble, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît. Donc on a déjà eu cette confiance, ce lien justement qui a été établi au préalable. Mais voilà, le fait d'arrêter la pilule et de ne pas prendre d'autres moyens de contraception, parce qu'on en a parlé mutuellement sur ce que l'on fait, eh bien forcément, on savait que ça pouvait découler sur une éventuelle grossesse. Il faut aussi savoir que quand on s'est mis ensemble, je lui ai pas vraiment posé un ultimatum, mais j'ai préféré être honnête avec lui sur le fait que moi, je souhaitais un jour construire ma famille parce que lui, justement, en tant qu'ami, je savais qu'il ne voulait pas d'enfant. Originellement, il ne voulait même pas se marier non plus. Aujourd'hui, pour le coup, il est marié et il attend actuellement donc un petit bébé. Et c'était très important pour moi justement de pouvoir lui en parler parce que, bah, voilà, on était à cette fameuse étape du couple où, bah, qu'est-ce qu'on fait très honnêtement par rapport à ce projet de vie-là? Est-ce qu'on le lance ou pas? Donc, il y a 4 ans, quand j'ai arrêté ma pilule, le projet bébé, c'était pas du tout un objectif. Comme je dis, moi, si j'ai arrêté la pilule, c'est pas pour tomber enceinte, c'était simplement parce que je ne voyais plus l'intérêt de continuer à la prendre alors qu'elle ne me servait plus à rien. Je fais aussi partie de la team où je ne veux pas mettre d'implant, de patch, d'anneau vaginal, etc., etc. Et pour mon conjoint, c'était pareil, il n'était pas à l'aise avec l'idée de mettre un moyen de contraception. Donc à partir de là, forcément, on a commencé à avoir des rapports intimes sans pour autant se protéger. On s'est mariés donc en juin 2024 et dès la fin du mois de juin, dès le début du mois de juillet, je commençais donc à parler à mon conjoint du fait que j'aimerais potentiellement lancer le projet bébé, mais à l'été 2025. Sauf que même si je ne prenais plus la pilule et que nous n'utilisions pas de moyens de contraception, on se dit que ben, si on veut lancer le projet bébé, il va peut-être falloir qu'on mette des choses en place et que potentiellement ça peut prendre du temps. Il me dit qu'il est OK et donc pour l'instant, on se laisse un petit peu notre rythme de croisière, j'ai envie de dire justement après notre mariage, on se laisse tranquille. Et malheureusement, au travail, c'est très très compliqué. Je vais pas rentrer dans les détails, mais malheureusement, j'en suis venue à faire un burn-out à la fin du mois de juillet 2024, début août 2024. Et donc, je suis en arrêt de travail dès le 8 août.
Je me sens pas très bien, que ce soit physiquement, mentalement et chose à laquelle je n'avais même pas pensé tellement j'étais prise mentalement par le travail, c'est que j'ai eu un retard de règles. Mais en même temps, je ne me suis pas alarmée parce que malheureusement, ayant le syndrome SOPK, j'ai toujours eu des rythmes irréguliers avec justement des cycles plus ou moins longs, des pertes de sang plus ou moins importantes, etc., etc. Et le 12 août, je décide de faire un test de grossesse et celui-ci est positif. Mais alors quand je vous dis qu'il est positif, il faut savoir que la petite barre justement qui annonce qu'on est enceinte est apparue avant même la barre test. Et le rose était vraiment un rose Barbie, un rose pétant. Alors sur le coup, je me suis mise à trembler et il faut savoir qu'on a eu 2 réactions totalement différentes avec mon partenaire. Donc moi, je me suis éclatée en pleurs parce que j'étais pas prête mentalement, j'étais pas prête physiquement parce que pour moi, j'étais en plein burn-out et concrètement, c'était pas le bon timing pour avoir un enfant. Et mon conjoint a éclaté de rire parce qu'il pensait pas que ça pouvait arriver aussitôt. Il a été très, très surpris aussi par cette annonce et donc on s'est retrouvés, bah, vraiment, comme 2 idiots dans le salon à se dire: «Bah, qu'est-ce qu'on fait?» Donc forcément, on en parle posément, on laisse l'émotion retomber parce que comme on dit, il faut jamais prendre de décision, à la va-vite et à chaud. Donc on prend le temps d'en parler entre nous et on décide de garder le bébé. Donc là, on fait toute la batterie de tests, forcément, on fait tout ce qui est prise de sang, test urinaire. On va même faire une échographie très rapidement parce que malheureusement, j'ai mon corps, voilà, qui est très douloureux. Donc à ce moment-là, il y a rien d'anormal qui nous est annoncé. Par rapport au taux d'HCG, tout était normal, donc la grossesse pour l'instant se poursuit. Je sais que c'est pas du tout la bonne manière de penser, mais à ce moment-là, en fait, même si j'étais en plein burn-out, je me dis, bah pour le coup, si ça doit arriver maintenant, c'est qu'il y a une raison et c'est que justement, bah, dans ma vie, j'ai besoin d'un nouveau chapitre, j'ai besoin d'une nouvelle entre guillemets «bulle d'air» et ça va être ce petit bébé. Donc tout de suite, je me lance dans un projet qui me tient à cœur, auquel j'avais déjà réfléchi moi en tant que future maman un jour. C'est de commencer à écrire dans un livre, un petit peu en mode carnet de bord pour moi ou aussi bien pour mon bébé quand il sera plus grand et qu'il pourra éventuellement le lire. Et donc très vite, je me mets à écrire comment je me sens émotionnellement, psychologiquement, physiquement, etc., etc. Vraiment, j'essaye du mieux que je peux de m'investir déjà dans cette grossesse. Pour vous dire aussi, ce qu'on avait prévu donc avec mon conjoint, c'était de marquer un peu le coup pour l'annonce à nos familles. Parce que même si c'était encore tôt, bah voilà, l'excitation de la première grossesse que l'on vit fait qu'on a eu envie à ce moment-là de l'annoncer assez rapidement et de manière assez unique à nos familles. Donc on prévoit quelque chose du côté de la famille de mon conjoint, on prévoit l'annonce du côté de ma famille et donc quand on est allé à Calais chez mes parents, malheureusement ce qui s'est passé, c'est que donc on venait de l'annoncer, 2 heures après, je décide de faire une sieste avec mon partenaire et quand je me réveille, je vois que j'ai une perte de sang. Mais quand je dis que j'ai une perte de sang qui équivaut à ce que je peux perdre au cours de mes règles. Donc là, forcément, dans ma tête, je me dis que ce n'est pas du tout normal de perdre du sang étant enceinte et on décide d'aller aux urgences de l'hôpital. Alors je vais essayer de vous parler de cette partie de manière claire et sans pleurer, parce que je vous avoue que ça reste un petit peu toujours sensible. Mais il faut savoir que malheureusement donc, on ne voyait pas l'embryon à ce moment-là et que, bah, forcément il n'y avait pas de rythme cardiaque. Alors je ne sais plus très honnêtement à combien de semaines de grossesse j'étais. Je pense que je fais un petit peu un déni de ce moment-là, qui était très difficile. Mais le personnel a vraiment eu un tact incroyable à ce moment-là, même si ça a été très douloureux parce que je ne vais pas mentir que pendant que, donc l'échographiste, la sage-femme faisait l'examen, malheureusement, il y a eu un très long silence et j'ai compris à ce moment-là que malheureusement, on allait avoir des mauvaises nouvelles. Donc là, je me mets dans une bulle mentale où je sais que ce qu'elle va nous annoncer est très difficile. Et pour le coup, bah, pas manqué, elle nous annonce malheureusement que la grossesse ne va pas se poursuivre, que, c'est une fausse couche, que nous vivons, actuellement mon conjoint et moi
et que, il va falloir qu'on prenne une décision sur la manière dont on souhaite justement, entre guillemets, «provoquer», heu, l'arrêt de la grossesse. Donc là, il y a 2 options. Soit il y a l'opération chirurgicale, donc le curetage, sauf que moi je ne voulais pas du tout de cette méthode-là parce que je voulais quelque chose de naturel et entre guillemets «d'intime». Donc j'ai pris la deuxième option, celle où il faut prendre du coup des cachets qui provoquent justement une interruption, de grossesse. C'est également le cachet qu'on prend quand on fait une IVG et donc c'est très dur mentalement de se dire, bah, en quelque sorte, c'est nous qui prenons la décision de stopper justement, la grossesse même si c'est nécessaire parce que malheureusement, dans tous les cas, ça ne découlera sur rien. Et quand elle nous annonce tout ça, il faut imaginer que moi je suis vraiment dans ma bulle où je l'entends qui parle, mais je ne comprends rien et je ne veux pas comprendre. En fait, je suis vraiment dans mon mal-être, dans mon malheur de me dire: Ça s'est passé tellement rapidement». Je J'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à intégrer ce qui vient de se passer, pourquoi? Et forcément, vient les fameuses questions qui nous taraudent, qui nous rongent l'esprit. Pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que? Est-ce que j'ai mal fait quelque chose? Est-ce que j'aurais dû faire quelque chose? Et heureusement pour moi, à ce moment-là, l'échographiste sage-femme voit mon mal-être et forcément elle a déjà dû être confrontée à ce genre de situation, donc elle se doute que j'ai mille et une questions qui tournent dans ma tête. Donc tout de suite, elle tient à nous rassurer comme elle peut en nous disant que nous n'avons rien à nous reprocher, que les fausses couches, c'est quelque chose qui est malheureusement assez fréquent, même si on en entend rarement parler. Il faut savoir qu'en France, une grossesse sur 4 se solde par une fausse couche avant la fin du troisième mois. Et ensuite, quand on rentre chez mes parents, donc là, je me remets à éclater en pleurs de manière assez importante et je leur sors cette phrase de j'ai perdu le bébé. En fait, j'ai une culpabilité énorme parce que je me dis que c'est moi qui ai fait ou mal fait quelque chose et que le bébé grandissait dans mon corps. Donc j'ai une responsabilité énorme sur les épaules. Et pour m'être renseignée sur le sujet, je sais que c'est un sentiment que partagent beaucoup de femmes quand elles vivent justement une IVG, une fausse couche, une interruption de grossesse, etc. C'est un sentiment malheureusement, la responsabilité, la culpabilité qui revient énormément. Donc on décide d'écourter notre séjour chez mes parents pour voilà, faire la fausse couche entre guillemets à la maison, chez nous, pour être un peu plus serein. J'ai ma sœur et son conjoint qui nous rejoignent pour nous soutenir dans ce moment-là. Et donc, je prends les 3 cachets à un intervalle de 6 heures, si je ne me trompe pas. Donc je prends le premier, il se passe rien. Le deuxième, toujours rien. Là, avec ma sœur, on décide de sortir quand même pour changer d'air parce que voilà, c'est difficile, émotionnellement et physiquement. J'ai besoin de changer d'air, donc on décide de sortir et avant de sortir, je prends le troisième cachet parce que je me dis: «Bon, avec un peu de chance, ça va fonctionner en faisant en plus de l'activité physique». Alors très honnêtement, ça n'a aucun rapport, mais j'avais besoin dans tous les cas de sortir de l'appartement. Donc je prends le troisième cachet avant de sortir, on fait notre sortie et quand on revient de la sortie, c'est là où je sens que mon ventre se contracte. Mais alors, j'ai ressenti des douleurs comme je n'avais jamais ressenti et je sens que, bah, là, pour le coup, ça fait effet. Et en quelque sorte, ça me rassure parce que je sais que je ne vais pas avoir besoin de faire le curetage que je ne voulais absolument pas faire. Et au même moment où je vais dans la salle de bain parce que je sens que c'est le moment où la fausse couche s'effectue bel et bien, c'est le moment où donc mon conjoint rentre à la maison du travail et tout de suite, il me retrouve dans la salle de bain dans un état où j'étais complètement affolée parce que, chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'était donc la douleur qui est fulgurante pour le coup, que j'ai ressentie et en même temps la perte de sang. Parce que là, c'est vraiment la perte de sang très, très impressionnante. C'est-à-dire que même des règles dites hémorragiques ne sont rien en comparaison. Parce que là, forcément, il faut que le corps se vide de tout ce qu'il avait préparé pour le bon développement de bébé. Et donc, je conseille très fortement à toutes les femmes qui vivent ce genre de situation d'être près des toilettes ou d'acheter non pas des protections hygiéniques comme on a l'habitude quand on a nos règles, mais plutôt vraiment des protections comme
pas forcément des couches, mais les grosses protections que l'on utilise, par exemple, quand on a des fuites urinaires très, 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 très importantes ou comme les personnes âgées, par exemple, peuvent utiliser. Suite à ça, mon corps va très vite être fatigué, va être épuisé. Il va y avoir des jours très, très difficiles où heureusement mon partenaire du coup m'a soutenue tout du long parce que c'est lui qui va m'aider à sortir du lit, à bouger un peu plus. Parce que voilà, j'étais complètement alitée, je ne pouvais pas mentalement et physiquement me lever, faire quoi que ce soit. Donc c'est lui qui s'est occupé de tout pendant, que je vivais justement ce deuil parce que, bah, il faut oser mettre, des mots sur ce que l'on vit et ça a été à la fois un traumatisme de vivre cette première fausse couche, mais en même temps ça a été un deuil parce que je m'étais déjà projetée dans ce projet, je m'étais déjà projetée dans cette grossesse avec ce bébé et malheureusement, ça n'a pas pu fonctionner. Là, j'ai aussi envie de dire qu'il y a eu une phase extrêmement horrible à vivre d'un point de vue social, c'est quand les personnes nous disent justement que: «Oh bah, tu sais, si ça concerne une femme sur 4, ça veut dire que c'est courant, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Oui, mais tu sais, tu pas eu le temps d'entendre le petit cœur, vaut mieux que tu le perdes maintenant que tu le perdes plus tard» et je trouve que c'est extrêmement dur d'entendre ce genre de phrase. Parce que c'est comme si je n'étais pas légitime, en fait, d'être triste ou de me sentir coupable ou de me sentir mal vis-à-vis de ce que j'ai vécu. Alors que, bah, tout simplement, je suis en train de vivre un deuil. Donc, j'ai besoin, entre guillemets, d'aller mal, de passer par cette phase-là, justement, de déni, de colère, de tristesse, pour aller mieux et pour intégrer, j'ai envie de dire, ce qui vient de se passer. Alors une chose vraiment pour laquelle je suis reconnaissante par contre, c'est le fait effectivement de me dire que j'ai cette capacité de pouvoir tomber enceinte. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais donc adolescente, je me suis fait opérer d'un kyste ovarien et à ce moment-là, le chirurgien m'avait dit que malheureusement, étant atteinte du SOPK, j'aurais certainement des difficultés à tomber enceinte ou j'aurais certainement des difficultés donc à vivre entre guillemets une grossesse sereine. Je sais, au contraire, que pour certaines femmes, entendre ce genre de discours de «Ah bah oui, mais tu sais que tu peux tomber enceinte», ça peut être énervant parce qu'à nouveau, c'est pas le genre de choses qu'on a envie d'entendre après avoir vécu une fausse couche. Moi, personnellement, je l'ai vécu à l'inverse. J'étais contente de me dire que je sais que je peux tomber enceinte. Mais ça n'empêche pas le fait que ça reste douloureux de vivre cette fausse couche et de me dire que, ben, voilà, j'ai à la fois mon burn-out à traiter entre guillemets, j'ai cette fausse couche que je viens de vivre et qui a marqué mon corps et mon mental pour le coup et que, ben, forcément, bah, j'ai un travail de deuil à faire derrière. Il y a aussi un paradoxe à savoir par rapport à cette situation que j'ai vécue, c'est que même si j'étais entourée de mon partenaire, de ma famille, de ma belle famille et de certains amis, bah, pour le coup, c'était quelque chose que j'avais envie à la fois de vivre seule, de vivre dans l'intimité uniquement avec mon conjoint et je me sentais en même temps très, très seule et je sentais que j'avais besoin d'être soutenue. Donc c'était très compliqué pour moi de savoir ce que j'avais vraiment envie, mais en tout cas, il y a eu ce sentiment de solitude qui est resté très, très longtemps parce que c'est là aussi où on voit entre guillemets «le vrai visage» de certaines personnes quand on n'est pas bien, quand on vit ce genre d'événement-là. C'est que malheureusement, il y a des gens qui ne nous accompagnaient pas, qui se disaient être proches de nous, mais pour lequel apparemment ce n'était pas vraiment le cas. Et comme je vous dis, dans le discours qu'on entendait, c'était parfois maladroit. C'est pas forcément que les gens veulent être blessants ou être méchants, mais très honnêtement, comme je disais aux gens, je préfère que les gens me disent: «Écoute, je ne sais pas quoi te dire, mais si tu as besoin, je suis là», que de dire des choses qui peuvent être plutôt blessantes qu'autre chose. Parfois, et ça j'ai envie de dire, il faut le généraliser à toutes les situations difficiles que l'on peut rencontrer dans nos vies. Parfois, il vaut mieux dire à une personne: «Je ne sais pas quoi te dire, je ne sais pas quoi faire pour t'aider, mais si tu as besoin, je suis là». Juste cette phrase de «je suis là», et ben, je vous jure que ça a un pouvoir énorme sur le mental de la personne parce qu'elle sait, elle se doute du coup que si vraiment elle a besoin, vous serez là pour elle et c'est hyper important.
Donc petit à petit, les jours, les semaines vont passer, mon corps, mon mental s'en remettent comme ils peuvent. Je ne reprendrai malheureusement pas le travail parce que voilà, j'étais donc en CDD et je ne me sentais pas la force de pouvoir reprendre justement ce travail-là en sachant que j'avais déjà à la base donc un burn-out lié à mon activité. Et en novembre 2024, on décide avec mon conjoint de faire donc un petit voyage en Italie pour changer d'air, pour se changer les idées, pour passer à autre chose en quelque sorte. Donc c'est un voyage qui m'a fait énormément de bien et en même temps, c'est le voyage où alors je préfère en rigoler maintenant que plutôt, en pleurer comme on dit. Mais il faut savoir que sur le dernier jour, ça a été très, 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 très difficile physiquement parce que pour, ceux qui ne sont jamais allés à Venise, il faut savoir qu'il y a beaucoup de marches, beaucoup d'escaliers, de ponts à traverser et en fait, à un moment donné, j'ai eu une crise énorme dans mon ventre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, parce qu'à ce moment-là, forcément, la fausse couche était passée, mais j'ai eu une douleur fulgurante au point où je me suis retrouvée pliée en 2 dans une petite ruelle. Mon conjoint qui partait plus loin, n'a pas vu tout de suite, en fait, que j'étais, pliée en 2 et j'avais mal au point où je n'ai pas pu crier et donc il y a un couple d'étrangers qui sont passés à côté de nous et qui ont regardé mon conjoint en lui demandant s'il était avec moi et c'est là où en fait mon conjoint a vu que je n'étais pas bien donc je ne pense pas que ces touristes écouteront mon podcast, mais en tout cas franchement je remercie ce petit couple de s'être arrêtés parce qu'ils voyaient que j'étais vraiment pas bien et bah, à nouveau j'ai culpabilisé, hein, parce que c'est le grand pouvoir que j'ai en moi de pouvoir culpabiliser à la moindre chose. De me dire que j'avais l'impression d'avoir gâché un petit peu le séjour parce que j'étais assez régulièrement douloureuse au niveau de mon corps. Mais ça nous a quand même fait du bien de changer d'air, de voir autre chose, de parler d'autre chose que la fausse couche, la grossesse, parce que petit à petit, je sentais que j'avais besoin de passer à autre chose. Et à la fin du mois de novembre 2024, j'ai également passé ma formation de massage hawaïen. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le massage hawaïen, c'est un massage qui s'inscrit vraiment dans une démarche chamanique où l'on vient poser une intention au début de notre massage que l'on reçoit ou que l'on fait justement à une autre personne. Et le but de cette intention, c'est justement de rester focus dessus pendant tout le massage. Alors vous le voyez venir, mais moi forcément l'intention que j'avais posée, c'était de tomber enceinte une nouvelle fois. Donc, je fais cette formation, tout se passe bien. Ça m'a fait également énormément de bien de pouvoir, voilà, reprendre un petit peu le rythme des choses en même temps. Et donc en début décembre, à nouveau, j'ai un retard par rapport à quand auraient dû revenir mes règles suite à la fausse couche. Donc je refais un test qui, lui, s'avère positif, mais qui n'est pas aussi «flagrant» entre guillemets que le premier que j'avais pu passer en août. Et là, forcément, je suis super contente parce que je me dis: «Ben, je savais que c'était possible». Forcément, c'est comme pour un retour de couche. Les hormones qu'il y a dans le corps peuvent faire qu'on retombe facilement enceinte derrière et c'était le cas. Donc là, j'étais super contente parce que du coup, ça veut dire que même quand j'ai fait ma formation fin novembre, en fait, sans le savoir, j'étais déjà enceinte. Alors je vais pas mettre, j'ai envie de dire, de belles paillettes sur cette deuxième grossesse que j'ai eue, parce que très rapidement, elle s'est passée en fait comme la première. Et la fausse couche s'est passée donc entre Noël et Nouvel An 2024. Et on repart du coup dans ce fameux cycle de pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il faut savoir qu'elles se sont passées à plus ou moins même intervalle au niveau de ma grossesse. J'étais entre 8 à 10 semaines d'aménorrhée. Sauf que là, ce qui a été d'autant plus difficile pour cette deuxième grossesse, c'est qu'on a vu bébé. Donc ça a été une projection encore plus difficile dans justement cette fausse couche. Ça a été plus dur à intégrer mentalement, même si en termes de ressenti, je les ai vécus de manière totalement différente. En fait, pour cette deuxième fausse couche, je l'ai davantage mal vécu physiquement que mentalement, parce que mentalement, c'est comme si vraiment j'avais construit un mur de béton autour de mon mental en me faisant une raison de si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon corps et on saura pourquoi. Parce que le corps médical nous disait, voilà, c'est difficile de vivre
toujours des fausses couches, bien évidemment, mais au bout de la troisième fausse couche que l'on vit, c'est à ce moment-là où on commence à faire des tests, aussi bien du côté du papa que de la maman, pour savoir ce qui ne fonctionne pas. Et par rapport à cette deuxième fausse couche, en fait, ça a été plus dur physiquement parce que je m'étais leurrée sur les conditions physiques de mon corps et concrètement, je n'avais pas du tout récupéré de ma première fausse couche. Donc on repasse par les mêmes épreuves où je dois reprendre les 3 cachets que je décide de prendre à la maison parce que j'ai envie de vivre ça le plus «naturellement possible» entre guillemets et de la manière la plus intime. Et en ce début d'année, donc 2025, je dis à mon conjoint: «Écoute, je veux que là, on fasse une pause dans le projet bébé parce que je sens que physiquement et mentalement, j'en ai besoin parce que là, c'est pas possible de pouvoir continuer comme ça». Et justement, en cette année 2025, je vais faire plein de choses de mon côté, d'un point de vue spirituel et développement personnel, parce que j'en ressens le besoin, parce que j'ai besoin en fait de faire un peu un nettoyage dans ma vie, que ce soit voilà justement vis-à-vis des relations, soi-disant qui étaient amicales et qui ne le sont pas forcément. J'ai envie aussi, voilà, de faire un nettoyage énergétique, comme on dit avec le Reiki. Donc pareil, c'est une formation que j'ai pu faire après ma première fausse couche et qui m'a énormément aidée parce que même si donc physiquement j'ai eu du mal à me remettre de la première fausse couche, mentalement, c'est comme si j'avais visualisé un peu, voilà, en j'ai envie de dire en passage d'âme, j'avais visualisé le fait que j'avais rencontré mentalement mon bébé et je le laissais partir parce que je sais qu'un jour je serai maman. Et donc au cours de cette année 2025, j'ai fait plein justement de nettoyage énergétique, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait même de l'ostéopathie pour aider mon corps à s'en remettre parce que c'est quelque chose qui est très important, même si on vit une fausse couche et pas un accouchement, comme je vous dis, ça n'empêche que le corps, il est très, très impacté par cet événement. Donc les mois passent et pour le coup, le projet bébé, voilà, c'est quelque chose qui reste dans ma tête, mais que je n'ai pas forcément envie de lancer tout de suite, tout de suite. Et petit à petit, même si j'ai pas envie de le lancer tout de suite, c'est quelque chose qui me trotte tellement en tête que ça en devient vraiment une idée répétitive tous les mois et que quand je vois que j'ai mes règles, bah, j'ai toujours cette déception de me dire: «Punaise, j'aurais voulu quand même que ce soit cette fois-là». Et vraiment, ce que je trouve incroyable, alors dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ce genre de situation par rapport justement à une grossesse ou même par rapport à une rencontre, et cetera, une manifestation de votre partenaire. Mais ce qui était incroyable, c'est qu'en fait, c'est quand j'ai relâché mentalement, à partir donc de l'été 2025, que je suis tombée enceinte une troisième fois. Au cours de l'été 2025, vraiment, j'étais en mode: «Oui, j'aurais voulu être maman avant mes 30 ans, mais en fait, faut que je me lâche la grappe», comme on dit. Faut que je me laisse tranquille parce que là, ça devient une obsession qui me bouffe, qui me ronge tous les mois et c'est pas possible, en fait. Ça me stresse, ça m'angoisse plus qu'autre chose parce que je peux pas vivre comme ça tous les mois à regarder justement le test, est-ce qu'il est positif ou pas, à pleurer tous les mois parce qu'au final, il est négatif. Sur le long terme, c'est pas possible, en fait. Et la magie des choses a fait, pour moi, que je suis tombée enceinte donc une troisième fois à la fin août 2025, soit quasiment un an après ma première grossesse. Pour cette grossesse-là, j'étais super contente dès le départ parce que justement, je me disais: «Voilà, il y a plusieurs mois qui sont passés depuis donc ma deuxième grossesse et mentalement, physiquement, je m'en suis remise». Donc j'étais super contente, mais très vite, à nouveau, j'ai eu des complications. Donc au cours du premier trimestre, j'ai eu un décollement du placenta qui a fait que j'ai dû être en arrêt et à ce moment-là, bah, de nouveau, j'ai eu forcément extrêmement peur de perdre le bébé et je me disais: «Bah, autant c'est ce que j'ai vécu pour les 2 premières grossesses, pour les 2 premières fausses couches». Parce que donc en parallèle de mon métier où j'ai eu un burn-out, je faisais donc, déjà mon métier de masseuse bien-être et forcément, c'est un métier qui est physique. Donc j'ai un peu fait ce lien, tout en me disant que je n'avais pas à culpabiliser parce que, malheureusement, c'est quelque chose qui survient et
Si la nature en a décidé ainsi, c'est que ça devait se passer ainsi. Alors, comme je dis, c'est le genre de phrase à éviter de dire quand la personne vient tout juste de vivre la fausse couche. Mais une fois que moi j'avais fait justement ce travail de deuil, ce travail justement de lâcher prise vis-à-vis de mes fausses couches, ça a été beaucoup plus facile pour moi de l'entendre et de l'accepter. Donc malheureusement, cette troisième grossesse, dès le premier trimestre, elle a été très très compliquée d'un point de vue à la fois physique et émotionnel, parce que justement, j'ai eu le décollement du placenta qui m'a énormément stressée physiquement et mentalement, parce que, je suis du genre justement à toujours être active et là, je n'avais pas le choix que de rester allongée pour maximiser mes chances de cicatrisation au niveau du placenta. Et puis mentalement, je ne sais pas si certains parents ont vécu ce même sentiment que moi, surtout les mamans, j'ai envie de dire, mais j'avais peur de m'attacher à cet enfant parce que j'avais peur de le perdre. Donc ça a été très dur pour moi au cours du premier trimestre de poser ma main sur mon ventre, de parler à bébé, de créer du lien avec lui. Et je sais que c'est un scénario qu'on voit aussi beaucoup dans les relations amoureuses. C'est le fameux je ne veux pas m'attacher à toi parce que j'ai peur de te perdre. Et avec ce bébé, ça a été le cas et je m'en suis voulu au début parce que, je savais, j'étais consciente de ce processus-là, de cette protection, de cette barrière mentale que je me mettais avec le bébé et j'ai un peu culpabilisé parce que je me suis dit que, bébé, lui, il avait peut-être besoin qu'on crée déjà un lien dès le départ et c'est un lien que moi, j'ai pas voulu créer de mon côté. Parce que j'avais peur de refaire une fausse couche, parce que j'avais de nouveau peur d'aimer et qu'on me dise à nouveau: «Bah, non, en fait, malheureusement, vous avez encore une fausse couche qui se déroule et ça s'arrête là». Sauf que là, j'ai pris aussi un peu le taureau par les cornes et assez rapidement, je me suis dit: «En fait, il se passera ce qui se passera». C'est difficile à dire, mais j'ai déjà vécu des fausses couches, j'ai déjà surmonté cette épreuve-là. Et ben, même si je dois en vivre une troisième, je sais que je survivrai à cette épreuve-là. On en saura plus éventuellement si en plus on fait des tests, que ce soit par rapport au papa ou par rapport à moi. Donc, j'ai vraiment, dès le départ, appris à lâcher prise, mais comme je n'ai jamais lâché prise, parce que de base, je suis quelqu'un qui est vachement dans le contrôle, qui est vachement dans l'anticipation. Et là, j'avais tout simplement envie de me foutre la paix, de me dire que, vraiment, il se passera ce qui se passera et je ferai en fonction d'eux. Mais très vite, j'ai rencontré aussi un autre paradoxe par rapport à cette grossesse-là, c'est le fait que mentalement, je faisais un blocage qui faisait que donc j'étais consciente d'être enceinte, même si je m'accordais toujours, on va dire, le bénéfice du doute de est-ce que ça va durer ou pas. Et en même temps, j'ai eu des changements corporels et hormonaux très, très rapidement avec cette grossesse-là. En fait, dès le troisième mois, j'ai envie de dire, j'avais déjà le ventre qui était gonflé, mais concrètement, on voyait que j'étais enceinte. Alors, vous n'avez pas l'image, mais sachez que de base, je suis quelqu'un, voilà, je suis une femme qui a déjà des formes au niveau du ventre. J'ai déjà les petits bourrelets, mais là, ça se voyait vraiment que j'étais enceinte. Et même d'un point de vue donc hormonal, j'avais des symptômes au premier trimestre, mais qui étaient d'une ampleur comme je n'avais jamais pensé que c'était possible. J'avais des nausées et des vomissements du matin au soir. Alors comme on dit, les fameuses nausées matinales n'ont rien de matinal. Pour le coup, ça peut être aussi bien pendant la journée, tout au long de la journée ou même le soir, hein. Donc faut oublier cette fausse idée comme quoi les nausées ne seraient que matinales, c'est faux. Pareil, j'ai eu des symptômes comme des vertiges, une forte sensibilité aux odeurs où c'était devenu impossible pour moi d'aller dans la rue. Et comme je dis, c'est pas que les gens avaient une mauvaise odeur sur eux, c'est tout simplement que tout ce qui était les fortes odeurs de parfum, de nourriture, de gel douche, etc., etc., c'était devenu impossible. Donc ça a été aussi difficile pour moi parce que pendant quasiment 3 mois, je ne suis quasiment pas sortie de chez moi en fait. Et par rapport à certains symptômes comme les vertiges, la forte sensibilité aux odeurs, la sécheresse de la peau, ce qui me faisait un peu peur, c'est que là, le corps médical me disait: «Oh non, mais ça, pour le coup, c'est des symptômes que vous aurez plus tard, vous les avez pas maintenant». Sauf que je leur disais: «Mais si, si, en fait, c'est des symptômes que moi, je ressens déjà dès le premier trimestre». Une autre chose aussi qui revenait souvent, c'est les gens qui me disaient: «Ah comment tu fais pour avoir déjà un gros ventre comme ça? On dirait que tu es déjà enceinte, de 6 mois». Alors déjà, super, merci pour la réflexion que je n'ai pas demandé.
Mais il faut savoir qu'en fait, les femmes qui ont déjà eu des grossesses, même si ce sont des fausses couches, des IVG, etc., eh ben, leur corps intègre l'information comme quoi, ok, ça va être ton premier bébé, mais t'en es déjà à X nombre de grossesses. Donc, d'un point de vue hormonal, le corps va très vite sécréter toutes les hormones nécessaires à la grossesse, au bon développement du bébé, et donc ça va se voir beaucoup plus vite. Pareil, une chose qui a été très difficile à vivre, c'est justement par rapport aux nausées et aux vomissements. Donc j'ai perdu quasiment 8 kilos et je culpabilisais à ce moment-là, personnellement, de ne pas bien manger parce que j'avais peur que bébé n'ait pas tous les bons apports nécessaires pour son bon développement. Alors il faut savoir au final que dès le départ, si on prend par exemple de l'acide folique qui nous est prescrite par le médecin ou la sage-femme, ça va déjà aider au bon développement du bébé. Vous avez aussi d'autres vitamines qui peuvent être prescrites pour aider le bébé. Et en fait, au premier trimestre, bébé, concrètement, il vient puiser dans nos ressources. Il vient pas prendre dans notre alimentation. Donc même si pendant 3 mois, j'ai mangé que de la malbouffe, parce qu'il y a ce fameux symptôme où les femmes ne peuvent pas manger ce qui est cuisiné maison, mais par contre, elles peuvent manger quasiment tout ce qui est gras et tout ce qui est fait en extérieur, et ben bébé va quand même bien se développer parce qu'il ne va manquer de rien. Mais pour le coup, j'ai aussi eu une sage-femme qui m'a un peu fait culpabiliser parce que elle n'arrêtait pas de me dire: «Oui, vous savez, pendant la grossesse, tout ce qui est fort sucré, fort salé, fort gras, il faut oublier. Les pâtisseries, vous oubliez, les paquets de biscuits, les fast-food, et cetera». Sauf qu'avec mon conjoint, comme on lui a dit, en fait, au premier trimestre, j'étais tellement incapable de manger que oui, je mangeais toutes les «mauvaises choses» entre guillemets, je me sentais capable uniquement de manger ça. Donc, par rapport justement à mon état de santé à moi, en fait, j'ai très vite dit à cette personne: «Écoutez, en fait, c'est simple, c'est soit je mange cette malbouffe temporairement, soit je ne mange rien du tout». Parce qu'à certains moments, même boire de l'eau, c'était très difficile pour moi. Donc j'ai même eu peur à un moment donné de devoir potentiellement être hospitalisée pour une déshydratation. Donc si vous ne me laissez pas pendant un certain temps donné ce choix justement de manger librement en fonction de ce dont j'ai envie et ce dont mon corps est capable d'ingurgiter sans le rejeter 1 heure plus tard, bah, en fait, ça va pas être possible. Et je tiens à vous rassurer pour les mamans ou les papas qui peuvent passer par là, c'est que là, maintenant que je suis dans mon deuxième trimestre, au contraire, j'ai plutôt personnellement donc une aversion pour tout ce qui va être malbouffe. Et par contre, je redécouvre les saveurs concernant les féculents, concernant les fruits et légumes. C'est juste incroyable. Mais ça, à nouveau, c'est propre vraiment à chaque femme et à chaque grossesse. Parce qu'aujourd'hui, je suis donc dans mon deuxième trimestre et je suis contente d'avoir enfin passé ce cap, justement très difficile, du premier trimestre où à tout moment on peut perdre malheureusement le bébé. Et très sincèrement, je n'ai pas honte de dire que j'ai détesté être enceinte au premier trimestre parce que ça a été très difficile à vivre émotionnellement, psychologiquement, physiquement. Ça m'a rappelé trop de mauvais souvenirs, même si voilà, j'ai fait le deuil des 2 premières fausses couches. Ça n'empêche que c'était très dur à vivre pour moi, qui plus est pour mon conjoint qui devait du coup me soutenir aussi dans cette épreuve-là, même si le fait d'avoir un partenaire, c'est aussi son rôle justement dans les mauvais moments. Mais je savoure ce deuxième trimestre autrement et je sais que j'ai passé un cap difficile justement au cours de la grossesse et que là justement on va être dans un rythme dit de croisière parce que les symptômes de nausées, de vomissements se sont apaisés, même si je prends toujours le fameux cachet Cariban pour m'aider parce que par moments ça peut revenir. Mais en termes de symptômes, oui, je vais par exemple avoir des douleurs ligamentaires qui m'ont parfois fait aller aux urgences parce que j'avais peur justement des fortes douleurs que je ressentais et je m'inquiétais sur est-ce que tout va bien pour bébé. Il y a les douleurs lombaires, mais c'est plus facile entre guillemets pour moi à gérer que le premier trimestre. Après, à nouveau, comme je dis, c'est propre à chaque femme et à chaque grossesse, mais en tout cas, pour moi, je sais que même si les 2 premières grossesses que j'ai eues et le premier trimestre de cette troisième grossesse ont été difficiles, aujourd'hui, je peux enfin dire pleinement que je profite de ma grossesse et que j'ai enfin réussi à créer un lien avec le bébé, que là, je sens ses petits coups. Alors ça, c'est vraiment adorable et contrairement à ce qu'on pourrait dire, ça ne ressemble pas, je trouve, à des ailes de papillon qui se frotteraient dans notre ventre. Je vais
casser le mythe et ça va pas forcément être glamour, mais c'est ni plus ni moins que des gaz que vous ressentez au niveau alors pas forcément du ventre, justement, c'est ça qui peut vous interpeller, mais plus bas. J'aime bien, en fait, comparer ça aussi parfois l'effet à comme dans les lampes de lave. Vous savez cette masse qui flotte justement à l'intérieur et ben, parfois vous avez cette sensation. Donc pour l'instant, moi au deuxième trimestre, les petits coups que je peux sentir, c'est pas du tout douloureux, sauf quand bébé vient appuyer justement sur les ligaments au niveau de la paroi pelvienne. Là, on va pas se mentir que c'est moins agréable, mais en tout cas, je préfère largement vivre ces symptômes-là et me dire que bébé est en bonne santé, que bébé est bien vif, que de devoir repasser par les symptômes du premier trimestre. Et même par rapport à mon alimentation, comme je vous disais, elle est beaucoup plus facile. C'est plus simple pour moi de manger maintenant au cours du deuxième trimestre et de faire du coup davantage attention à ce que je mange parce que là, effectivement, ce que je mange va être ingéré par bébé, va être filtré par bébé. Donc c'est important de faire attention et de manger de manière équilibrée et variée. Alors, je vais achever ce podcast ici, justement au cours de mon deuxième trimestre, parce que justement, j'avais déjà envie de partager avec vous justement le ressenti, le vécu que l'on peut avoir justement par rapport à une grossesse qui est en cours et par rapport à des fausses couches précédentes. Ce qui a été aussi difficile pour moi au cours de mes fausses couches, et ça je le garde malheureusement en tête même au cours de cette grossesse-là, c'est que malheureusement des problèmes peuvent survenir à tout moment. C'est-à-dire que on n'est jamais à l'abri, que ce soit au deuxième, au troisième trimestre, à la naissance ou même en postpartum, que malheureusement il y ait des complications et que on n'ait pas forcément que des bonnes nouvelles. Ça, voilà, c'est quelque chose que je garde en tête et que j'ai envie aussi de vous partager parce que c'est une réalité. Alors le but n'est pas de vous faire attraper peur, le but n'est pas de vous provoquer des angoisses, mais de vous dire que malheureusement c'est quelque chose qui peut arriver et donc ça me permet, moi personnellement par exemple, de plus profiter de chaque instant que j'ai là avec mon bébé et ça me permet vraiment d'avoir ce sentiment de vivre totalement ma grossesse. Par rapport justement à mon corps, par rapport au bébé, par rapport au lien que le bébé peut avoir avec son papa, ou même moi par rapport à mon couple, justement, des choses qu'on a envie de partager. Parce que c'est un petit peu la morale que j'ai envie de faire à la fin de ce podcast. Ce qui est super important, j'en ai beaucoup parlé, c'est que mon conjoint a toujours été présent dans les bons comme dans les mauvais moments. Et c'est ça aussi qui a fait que très vite j'ai arrêté la pilule avec lui et que on a voulu se lancer dans le projet bébé parce que j'ai senti que c'était vraiment le bon partenaire. Et j'invite vraiment toutes les femmes qui écoutent ce podcast à vraiment se poser la question de est-ce que c'est avec cet homme en particulier que vous avez envie de lancer ce genre de projet? Parce que clairement, qu'on se le dise, un projet bébé, une grossesse, une maternité, c'est loin d'être instagrammable, c'est loin d'être parfait, c'est loin d'être serein. Il faut se dire que oui, il y a toujours pire que nous et il y a des femmes qui vivent des projets bébés, des grossesses qui sont entre guillemets «parfaites». Alors j'espère sincèrement que ces femmes mesurent la chance qu'elles ont parce qu'au final, c'est davantage une minorité qu'une majorité, même si la société veut nous faire croire le contraire. Et aussi, ce qui est important de se dire, c'est que être enceinte, ce n'est pas une fin en soi. Je sais qu'il y a certaines mamans qui ont envie de lancer ce projet-là parce que ça va pas bien dans leur couple, parce qu'elles ont besoin, entre guillemets, de combler un vide dans leur vie. Mais posez-vous réellement les bonnes questions, à savoir, est-ce que c'est ce partenaire-là que je veux choisir comme conjoint au quotidien, comme papa de mes enfants, comme partenaire de vie? Est-ce que c'est le bon moment de faire un enfant? Est-ce que je le fais entre guillemets «pour les bonnes raisons»? Après chacun forcément fait sa vie à sa manière, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je trouve que c'est des questions qui sont très, très importantes à se poser avant justement de lancer ce genre de projet-là. Et une chose aussi que j'ai beaucoup entendue par rapport justement à la grossesse, quand elle est en cours, c'est que avoir un suivi régulier, c'est pas toujours aussi une bonne chose. Je sais que par exemple dans les cultures nordiques, ils évitent justement de mettre trop d'examens parce que ça peut vite devenir anxiogène, parce qu'on a trop tendance justement à vouloir checker tout le temps, voire toutes les semaines, que bébé va bien, alors qu'en fait, concrètement, le projet bébé, la maternité, c'est vraiment
un processus en fait de lâcher prise. C'est incroyable comment vous vivez ce genre d'événement en vous disant: «Oui, il y a des choses que vous pouvez forcément mettre en place pour lancer le projet bébé, pour lancer la maternité et cetera, mais concrètement, c'est des choses où vous ne maîtrisez rien. C'est votre corps, c'est la nature qui fait les choses et vous devez, entre guillemets, juste vous laisser faire, vous laisser aller dans le flux justement de la vie et de tout ce qui se passe autour de vous. En tout cas, à toi qui écoutes ce podcast, j'espère que ça a pu t'aider si tu traverses ou si tu as traversé ce genre d'épreuve ou si tu connais une personne qui est passée par là ou qui passe par là. J'espère en tout cas que ce podcast t'aura apporté voilà, des connaissances, aura pu te rassurer par rapport justement aux aspects, émotionnels, psychologiques, physiques qui peuvent se passer. Faut surtout pas oublier à nouveau que chaque femme, chaque couple, chaque grossesse est unique et qu'on est tous différents. Donc c'est normal de vivre à chaque fois des choses qui peuvent être similaires et à la fois très différentes. N'hésite pas à me dire en commentaire ton point de vue, ton vécu sur ce genre d'expérience, à liker et à partager ce podcast autour de toi. En attendant, prends soin de toi et à bientôt.